Bonsoir à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. On s'interroge ce soir sur la santé mentale de nos jeunes et le bien-être à l'école car les indicateurs s'affolent. Pourquoi s'interroger? Parce que cela en dit long aussi sur la santé mentale de nos sociétés, sur ce que nous voulons construire pour demain et notre capacité à écouter nos futurs adultes, que cela va peut-être enfin pousser à agir, peut-être enfin, car le temps presse. Libre Ensemble, Catherine Ax, Jacques Nizan. Mais nous parlerons aussi d'amour ce soir avec un magnifique roman, une histoire à la fois délicate et violente de celle qui retourne nos sens d'éternels adolescents que nous sommes et nos cœurs tout en ribouledingue. Cette histoire, c'est Jérôme Collin qui nous la raconte. Bonsoir Jérôme. Bonsoir. Jérôme Collin, on ne vous présente plus, mais je vais quand même le faire. Vous êtes journaliste pour la RTBF, on vous connaît dans Entrer sans frapper et Heptaxi depuis des années. Vous êtes aussi écrivain, on a lu évidemment Éviter les péages et Champs de bataille. Vous nous revenez avec un troisième roman chez Alary, Les Dragons. Avec vous, il y aura aussi en studio Pierre Sconbrod ce soir. Bonsoir Pierre. Bonsoir Catherine. Vous êtes réalisateur au Centre d'Action Laïque, mais pas que, et vous avez réalisé, vous nous en parlerez tout à l'heure, un documentaire qui s'intitule « Tout va s'arranger ». Ou pas. Le 3 petits points ou pas étant important évidemment. Jérôme, avec ce livre, vous naviguez à la fois entre fiction, le roman et l'essai. Vous auriez pu vous retrouver en cette rentrée littéraire dans les pages société et dans les pages culture des magazines. Car Les Dragons, avec ce livre, vous racontez une histoire d'amour entre deux jeunes à la dérive, dont l'un, Jérôme, est sauvé par la passion fulgurante qu'il éprouve pour l'autre, Colette, qu'il rencontre dans un centre de soins pour ados sur décision judiciaire. Vous voulez bien nous lire cette rencontre fulgurante et amoureuse, Jérôme ? Carrément d'entrée. Paf. Avec plaisir. On n'a peur de rien. C'est page 55. Le regard droit, le menton haut, elle avançait vers nous avec l'assurance d'une colonne de blindés. Consciente que tous les regards étaient braqués sur elle et pourtant seule au monde. Cette fille n'était pas une fille. Elle n'avait fait que quelques pas, elle ne me promettait rien, mais nous étions là, au même endroit, et j'ai ressenti comme de la foi. Il y a eu un nouveau coup de vent. Smenk s'est précipité pour fermer la fenêtre du réfectoire. Elle s'est arrêtée. Cette fille n'était pas une fille. Elle a tendu les mains dans notre direction. Dans ses paumes, elle avait dessiné 2 grands points noirs. En regardant une nouvelle fois ses bras, j'ai pensé « Ils ont raison. C'est ici que vivent les dragons. » J'ai tout vu, tout retenu. Ses yeux noirs et sa bouche, et ses mains fines, et le coup de vent, devenu ouragan. Cette fille n'était pas une fille. C'était un événement. Jérôme, vous avez d'abord voulu parler d'amour ou de mal-être chez les jeunes avec ce roman? Ou les deux se sont imposés à vous d'emblée? Les deux se sont imposés à moi. En fait, je voulais à tout prix écrire une histoire d'amour entre adolescents parce que je rêvais de remettre en scène le choc amoureux que moi j'ai vécu quand j'étais jeune homme pour ma femme, et je rêvais de réécrire ce choc amoureux-là. C'est véritablement une apparition, mais il était important pour moi de mettre cette histoire d'amour dans un lieu qui m'importait. Et ce lieu qui m'importait, c'est l'hôpital psychiatrique pour adolescents, parce que, comme tout le monde, j'ai lu des statistiques, j'ai été adolescent, j'ai vu mes enfants grandir, traverser l'adolescence, et j'ai vu la souffrance qui accompagne ce moment de la vie, plus encore aujourd'hui qu'hier. Les statistiques que j'ai lues, elles m'ont glacé le sang. C'est 1 enfant sur 3 déclare souffrir de troubles anxieux ou de dépression. 1 enfant sur 10 a déjà pensé au suicide. Depuis le Covid, les tentatives de suicide chez les jeunes filles ont augmenté de 50%. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? On reste les bras croisés ou on fait quelque chose? Et donc, il y avait cette question qui m'animait, c'était « je veux les faire s'aimer » parce qu'en fait, l'amour, ça sauve pas le monde, mais ça peut sauver les gens. Et en même temps, je me posais cette question, ça veut dire quoi un monde où des enfants ont envie de mourir? Voilà. Et donc, à travers ces 2 choses-là, j'avais mon roman. Il y a la petite histoire qui rencontre la grande, il y a nos petites histoires qui rencontrent la grande, l'histoire, la société, évidemment. Jérôme aime Colette, c'est votre prénom, c'est le prénom de votre épouse. Vous êtes parti de votre histoire et de cette envie-là, évidemment. Et puis, vous êtes immergé aussi pour connaître justement le mal-être de ces enfants, ces statistiques qui vous ont choqué. Comment avez-vous opéré? Alors, j'ai commencé à écrire le livre, l'histoire d'amour, le cadre, etc. Et très vite, je me suis rendu compte que ça avait ses limites, que je n'étais jamais allé derrière les murs d'un centre de soins pour adolescents, et que je les connaissais pas bien, que je connaissais pas les soignants, que je connaissais pas l'architecture, etc. Et donc, il était évident
que pour écrire le livre, je devais aller à leur rencontre. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé un psychiatre dont j'avais entendu parler, qui est à la tête d'un centre psychiatrique ici en Belgique. Il m'a dit, venez, on va parler. Il voulait s'assurer que je n'allais pas dire de mal de l'institution, que je n'étais pas là pour détruire l'institution, parce que c'est vrai qu'il y a des polémiques sur ces centres. Et une fois qu'il a compris que je n'étais pas du tout là pour ça, il m'a laissé entrer. Et en fait, je suis entré avec l'envie de découvrir qui étaient les soignants, qui travaillent là, véritablement. Et puis avec l'envie de rencontrer les jeunes, avec des questions. Qui êtes-vous? Combien êtes-vous? De quoi souffrez-vous? Qu'est-ce que vous pensez de moi, de ma génération? Et ça, c'était les premières questions. Et puis, du coup, on a parlé des heures. Ça s'est fait tout de suite ou il a fallu un petit moment d'acclimatation? Il a fallu un petit moment d'acclimatation, ouais. Ils n'ont pas une confiance aveugle, les adultes. Et j'ai aimé ça d'ailleurs, parce que si j'avais été eux, je ne serais pas venu me parler. En fait, il y avait une réunion communautaire, comme ça, je suis arrivé. Il y avait 20 jeunes, il y avait 16 filles et 4 garçons. Et j'ai exposé mon projet. Je leur ai dit, écoutez, je vais aller m'asseoir là, à la table de la cuisine. Et je suis là. Si vous voulez venir me voir, je suis là. J'ai plein de questions à vous poser. Si vous voulez m'en poser à moi, évidemment, je suis là aussi pour répondre. Mais venez échanger si ça vous dit. Et résultat, ils m'ont laissé 3 jours tout seul. Mardi, mercredi, jeudi, je suis resté tout seul. Et puis le vendredi, à un moment, il y a une jeune fille qui s'est approchée, qui s'est assise en face de moi et qui m'a dit « Qu'est-ce que vous voulez savoir, au juste ?» C'est Colette. Dans le roman, un peu. Et c'est Colette dans le roman. C'est Colette dans le roman. Jérôme, très vite, évidemment, on se pose la question, ce sont eux les dragons. Pourquoi ce mot dragon? Alors, les dragons, ça s'est imposé en 2 temps, finalement. Quand vous passez les portes d'un hôpital psychiatrique, vous découvrez plein de choses. Leur nombre, la grande majorité de filles, le travail des soignants. Et vous découvrez aussi des choses très pragmatiques comme les lésions auto-infligées, l'automutilation, où il y a quand même un grand nombre de jeunes qui se font du mal. Ils font mal à leur corps pour arrêter d'avoir mal à leur âme et à leur cœur. Et quand ça cicatrise, ces lésions, elles forment comme des croûtes, évidemment. Et ces croûtes m'ont fait penser à un reptile. Et donc j'ai écrit sur une feuille reptile, serpent, écaille. Et quelques mois plus tard, je me souviens, j'étais en plein dans l'écriture du livre. J'ai surfé sur Internet et j'ai découvert le globe de Lennox. Le globe de Lennox, c'est le premier globe terrestre connu. Il est exposé aujourd'hui à la New York Public Library et il a été fait en 1504, donc juste après les grandes découvertes. Lennox, c'est pas le créateur du globe. On ne sait pas qui a fait ce globe. Lennox, c'est un des acheteurs. Mais toujours est-il que le créateur du globe, à l'est de l'Asie, il a dessiné un dragon. Et il a écrit cette phrase formidable, « Hic sunt dracones ». Ici sont les dragons. Et en fait, ce qu'il voulait dire, c'est que c'était la terre inconnue, la terra incognita, le danger potentiel. Attention, ça n'a pas été exploré, n'y allez pas. Et en fait, l'histoire nous a montré que derrière, il y avait l'Océanie. C'est plutôt merveilleux, l'Océanie. Et je me suis dit, c'est dingue quand même. Cette terre inconnue qui nous fait peur et qui révèle des merveilles. Et puis les écailles, et puis les reptiles, les dragons. Ici sont les dragons. Tout était là. C'est pour ça que le titre du roman est venu. Et c'est comme ça que j'appelle les jeunes, pour en faire une communauté. Dragon, d'ailleurs, il y a beaucoup plus de dragonnes. Vous venez de le dire aussi. Pourquoi semble-t-il qu'il y ait plus de filles dans ces centres que de garçons? Alors, moi, je ne suis pas psychiatre, évidemment. Moi, je suis journaliste et scribouillard. Donc, mais par contre, évidemment, comme je suis journaliste, j'ai posé beaucoup de questions à beaucoup de psychiatres. Et les 2 réponses qui viennent le plus rapidement... Parce qu'évidemment, c'est une question qu'on se pose. On rentre, il y a 16 filles, 4 garçons. Est-ce que c'est la même chose partout? On me dit, c'est sensiblement la même chose partout. Donc, il y a des raisons. Les raisons principales qu'ils m'ont données, c'est que culturellement, les filles ont plus de facilité, moi je dis courage, à appeler à l'aide, parce qu'elles sont dans un modèle de société où elles ont un peu le droit d'appeler à l'aide, alors qu'on va éduquer des garçons pour être forts, serrer les poings et attendre que ça passe. Les garçons vont évidemment projeter leur violence sur les autres alors que les filles vont la projeter contre elles. Donc, cette capacité, ce courage à dire « j'ai besoin d'aide » chez les filles. Et puis la deuxième raison est plus violente encore, c'est la main de l'homme, c'est le patriarcat. C'est-à-dire que quand vous passez ces murs-là, il y a des violences. Des jeunes filles qui sont victimes de la violence des hommes qu'il y a autour d'eux, autour d'elles. Et ça, c'est de l'ordre de l'indicible.
D'ailleurs, je n'en parle qu'un tout petit peu dans le descriptif il y a un personnage qui est là parce qu'elles oui. sont tellement nombreuses qu'il fallait qu'elles existent. Mais j'essaye d'expliquer que ça, c'est de l'ordre de l'indicible et je dis que le viol est un assassinat, sauf que le cadavre respire encore. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec ces jeunes filles qui longeaient les murs et que une fois que vous les avez côtoyées, vous pouvez évidemment pas les oublier. Ces jeunes filles, on va les écouter. Vous voulez bien, Jérôme? Oui. Un extrait du documentaire de Pierre Skonbroth qui est là ce soir aussi avec nous. On entend et on écoute ces jeunes filles. J'ai principalement des rendez-vous tous les jours, des rendez-vous psychiatres, psychologues, généralistes, donc voilà. Et j'ai une équipe mobile aussi avec 2 psychologues, donc c'est que des rendez-vous pour ma santé mentale, quoi. Et ça t'aide? Ça aide, oui, c'est long, donc c'est un suivi long, donc on met du temps à aboutir à des résultats. Comment tu vois la vie du coup? Plate, nulle, sans but ni rien, c'est vraiment... J'essaye de ne pas regarder le futur parce que c'est angoissant et ça a l'air nul et donc ça amène que des idées noires en fait. Zéro idée pour essayer de trouver quelque chose qui pourrait te soulager, toi? Si, mais c'est déprimant, quoi. C'est des idées noires. Donc, en fait, quand il y a un problème qui m'angoisse trop, en général, l'issue la plus simple dans ma tête, c'est toujours la mort. Ça fait écho, Jérôme, évidemment. Ça fait écho avec ce que vous avez connu, vécu là-bas, et puis on passera la parole à Pierre aussi. Vous avez tous les deux visiblement vécu et ressenti la même chose. Oui, j'ai la larme aux yeux, voilà, c'est pour être tout à fait clair, c'est troublant, parce que c'est des discours que j'ai largement, évidemment, entendus là-bas, et je pense que cette jeune fille, elle dit l'essentiel. Elle dit, le futur c'est angoissant, elle dit même c'est nul. Et il y a vraiment une question que nous, les adultes, aujourd'hui, on doit se poser, c'est la question du futur, la question du monde qu'on offre aux enfants. Et je l'entends dire que l'avenir, c'est nul, et je peux très difficilement lui donner tort. Et c'est ça le problème, c'est qu'on doit les entendre. C'est-à-dire que les doutes qu'ils émettent sur l'avenir, c'est des doutes qu'ils peuvent avoir. Ce n'est pas des lubies. Oui, l'avenir, il n'est pas aussi joli que celui qu'on nous présentait dans les années 60, dans les années 70, dans les années 80. Aujourd'hui, ils vivent dans un système plus capitalistique que jamais, et on peut vraiment se poser la question de savoir ce que le capitalisme a à offrir vraiment comme valeur de société, comme idéal, comme on disait avant, pour nos enfants. Et nous, les adultes, on peut rire de ce genre de questions parce qu'on aime bien avoir une belle voiture et une belle montre, mais eux, quand même, ils se posent cette question, et cette jeune fille, elle dit, la société que vous me donnez, je ne vois pas d'idéal à atteindre. Elle est nulle, la société que vous me donnez. Pire, et si nous, les adultes, on ne les entend pas, qui va les entendre? Personne. Donc, nous devons les écouter. Pire, elle préfère s'en aller que de vivre dans ce monde-là. Qu'est-ce que ça dit de nos sociétés aujourd'hui, ces jeunes, autant de jeunes qui veulent en finir et qui ne veulent pas continuer? Pierre Skonbroth, ça fait une grosse année que vous avez tourné ce documentaire et qu'il tourne, c'est le cas de le dire aussi, dans beaucoup de centres pour jeunes, de maisons de jeunes. Il a été vu par des dizaines et des dizaines. Vous avez eu beaucoup de retours. Après un an, quel est le bilan que vous en faites, vous? Moi, je rejoins assez bien ce que Jérôme exprime par rapport au rôle que nous avons, les adultes, dans cette histoire-là. Et je pense que cette histoire que nous avons vécue depuis un an, cette rencontre avec le public qui est composé très majoritairement d'adultes, c'est ça que ça m'a révélé, en fait. C'est que ce changement, il passera par une profonde réinterrogation, parce que je pense qu'on s'interroge souvent sur cette question-là, mais là, il faut encore aller beaucoup plus loin. Cette interrogation que nous avons dans les relations avec nos plus jeunes. Et moi, ce projet m'a changé parce que, je dis en toute sincérité, je pense que dans le monde d'avant ce film, je faisais partie de ces adultes qui avaient tendance
à écouter les jeunes sans vraiment les entendre. Et quand j'ai commencé Tout va s'arranger, je me suis retrouvé un peu dans la même position que Jérôme, face à ces jeunes. À Moi, vos enfants en plus, d'abord, vous êtes tous les deux papas, et c'est vrai qu'on ne l'a pas Ouais. dit Jérôme, mais vous pourrez le témoigner après, c'est en regardant vos enfants d'abord, ne pas aller super bien pendant le Covid, que vous êtes interrogés tous les deux. Oui, sauf que moi, à l'époque, j'étais encore aveugle pendant le Covid. Et donc, je suis par exemple passé complètement à côté du mal-être de mon fiston, le plus grand, qui est maintenant à 19 ans et qui a vécu très mal le confinement. Mais nous étions dans une maison très vaste à Bruxelles, avec jardin. Et donc, on lui disait continuellement, quand il se levait le matin et qu'il devait aller péniblement devant son ordinateur, que c'était bien beau. Qu'il avait de la chance. Oui, c'est ça. Il pestait, il soupirait, il avait l'air d'avoir du mal à se lever le matin. Mais nous, on lui disait, allez, ça va, il y a pire. Et donc, moi, quand je me suis retrouvé des mois plus tard alerté par cette situation qui a alerté également Jérôme et qu'on s'est dit, il est urgent de faire un documentaire là-dessus, je me suis retrouvé aussi dans un hôpital psychiatrique, au Domaine, pour ne pas le citer, ici tout près dans la banlieue de Bruxelles. Et avec ma caméra, je me suis très vite rendu compte que si je ne réinterrogeais pas ma place d'adulte, mais aussi ma place de journaliste, jamais il me ferait confiance. Et c'est là que tout a commencé. J'ai dû vraiment co-construire ce sujet, les intégrer dans cette histoire de documentaire. Et puis, dans un premier temps, surtout, m'asseoir, me taire, mais vraiment me taire et écouter. Et là, tout a commencé. Et c'est comme ça que j'ai compris beaucoup de souffrances de mon ado, le plus grand des mois plus tard, en fait, parce qu'il m'avait expliqué eux-mêmes, ces jeunes qui ont participé très courageusement à ce film, parce que tout le monde était prêt à témoigner à visage découvert, et en avait, c'était pas possible, parce qu'ils étaient mineurs et en hôpital psychiatrique, donc on a dû les soigner et les protéger, mais ils étaient prêts à assumer tout très courageusement face caméra, et c'est eux qui m'ont appris ce que mon fils avait vécu quelques mois avant. Donc ça a été très émouvant, surtout quand mon fils a vu le film pour la première fois et qui s'est effondré dans cette petite librairie et qui m'a dit papa, voilà, je sais pourquoi je n'allais pas bien en écoutant. Il y a beaucoup de choses, évidemment, de raisons pour lesquelles ils ne vont pas bien, mais tous les deux, vous pointez quand même le déclassement, le décrochage scolaire. Et d'ailleurs, dans le centre, Jérôme, vous le dites, et Pierre aussi, la majorité, ceux qui sont là, c'est ceux qui ont été un peu jetés de l'école, il faut bien le dire. Est-ce qu'on peut tout remettre sur le dos de l'école? Vous pensez que c'est une des? Non, on ne peut pas tout remettre sur le dos de l'école. Mais on ne peut pas non plus ne rien mettre sur le dos de l'école. Alors, je sais que c'est tout à fait impopulaire tout le temps. Ici, on ne parle pas des profs, on parle de l'institution, la manière dont l'institution scolaire est organisée. J'ai envie d'entendre votre avis, évidemment, sur ça, Pierre. Aujourd'hui, les jeunes, ils ont besoin de leur père pour se construire. Parce qu'on ne fait pas des petites bêtises qui font de nous, après, des adultes tout seuls. On ne les fait pas. Il faut être en groupe. C'est pour ça déjà que le fait d'isoler les enfants pendant le Covid n'était pas l'idée du siècle et que beaucoup en ont souffert parce qu'ils ne pouvaient pas faire ce que leur âge impose de faire. Être avec les autres, transgresser un peu, en sécurité parce qu'on est avec les autres, pour après ressortir différent de cette transgression. Ils n'ont pas pu le faire. Après, derrière, si on est sur la question notamment de l'école, certaines élitistes, d'autres pas, mais il y en a des élitistes, il faudrait qu'elles disparaissent quand même le plus vite possible, parce que ça ne fait que du mal, enfin, ça fait du bien à 2 et ça fait du mal à 1000. C'est pas un bon ratio. Sur l'exclusion scolaire, c'est extrêmement important. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en Fédération Wallonie-Bruxelles, on est les champions du monde de l'exclusion scolaire. Sur 1000 étudiants, la Belgique est le pays du monde où on exclut le plus d'élèves. Premier mondial. On peut se poser des questions. On n'a pas envie d'être sur le podium dans ce cas-là. Dans ces statistiques-là. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Si des gamins font les cons à l'école, il y a des raisons. Ces raisons, elles sont entendues par les profs, etc., pas par l'institution. L'institution, elle autorise qu'on prenne un enfant et qu'on le remette dans sa chambre. Or, un enfant, il a besoin de son groupe. S'il va mal et que vous le mettez tout seul chez lui, il va aller plus mal. Il n'y a aucun doute sur cette question. Et c'est la raison pour laquelle, dans ces centres, on va retrouver beaucoup d'enfants, je suis désolé de le dire, qui ont été déclassés par l'école. Or, l'école, ce n'est pas une usine de déclassement, c'est justement exactement le contraire.
Pierre? Oui, on a un vrai problème avec l'école parce qu'on cumule les difficultés. Donc quand j'appelle les adultes à revoir, à réinterroger leur position, c'est entre guillemets ou entre parenthèses leur position de quoi? De pouvoir. Et s'il y a bien un lieu où on cumule 2 positions de pouvoir, c'est l'école. Non seulement elle est gouvernée par des adultes, gouverner, ça reste encore, on pourrait encore aller plus loin, mais des professeurs. Donc il y a cette double relation de pouvoir, adulte-professeur, et là on est encore loin de réinterroger les choses. J'ai quand même vu 2 mondes très différents, le monde des hautes écoles, où on a été diffusé le film, où je trouve qu'on pourrait penser l'inverse, mais en fait non, c'est dans ces structures-là, dans ce milieu scolaire-là, que les interrogations sont les plus nombreuses, mais en revanche, en secondaire, c'est d'une surdité, d'une cécité la plus absolue. C'est très compliqué de rentrer avec Tout va s'arranger en projection. Ah oui, carrément, pour aller en diffusion. Ils ne veulent pas le voir parce que je pense que ça les embarrasse. D'abord, ça fragiliserait leur position de pouvoir. Et puis, je pense qu'ils sont complètement désemparés, les professeurs, les directions, par ce phénomène complètement, qui est une vraie lame de fond, qu'est le problème de la santé mentale dans les écoles. Il manque de moyens aussi pour eux. La question de la honte est quelque chose d'extrêmement important par rapport à la santé mentale. Moi, dans Les Dragons, je ne cherche à dire qu'une chose. Il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de honte à aller mal, il n'y a pas de honte à être malade, et il n'y a surtout pas de honte à demander à l'aide, vu que ça nécessite un courage fou. On vous admire si vous le faites. En fait, sachez-le, si vous entendez ça. Et la question de la honte par rapport à l'école est très importante. Moi, j'ai rencontré une jeune fille, elle s'était faite virer de l'école à cause de ses scarifications. On lui a dit, on ne veut pas de ça ici. Ouais, donc c'est double peine, quoi. Ça veut dire, double punition. c'est comme si on vous retire d'école parce que vous avez un cancer ou une méningite. C'est-à-dire, tu es malade, on te vire. Non, en fait, non. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas acceptable dans un état comme le nôtre de virer une jeune fille parce qu'elle a des trucs, parce qu'en fait, c'est un symptôme, ça. En fait, la réalité, c'est qu'elle est malade. Donc, c'est pas un manque de moyens, parce que beaucoup d'écoles, d'établissements, de profs, ils ont manque de moyens. Aujourd'hui, il faut débattre sur le droit ou non à l'exclusion scolaire. Alors moi, je comprends qu'il y a des gamins, on ne s'est pas donné la classe s'ils sont là. On peut les retirer de la classe, on peut juste pas les retirer de l'école. Il faut que l'État prévoie un endroit dans l'école pour tous ceux-là, où on va mettre des gens compétents pour eux, mais il ne faut pas les renvoyer chez eux, il ne faut pas les exclure, et même pour les meilleurs. Vous savez, les meilleurs de la classe, qui voient que celui qui n'est pas dans la norme est exclu, ils vont devenir patrons eux, plus tard. Et qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils en voient un qui n'est pas dans la norme? Ils vont aussi l'exclure. Qui a envie de vivre dans ce monde de merde-là? Pas moi. Oui, et puis Jérôme l'écrit très bien, quand on exclut, on isole. Et l'isolement, c'est vraiment ce qu'il y a de pire quand on a des soucis de santé mentale, évidemment, quoi. Donc, bien entendu. Et alors, une des grandes difficultés que l'école a, en fait, c'est d'être créative. Et donc, souvent, on me dit, oui, mais l'école ne peut pas tout. Et nous, les professeurs, vous vous rendez pas compte de tout ce qu'on doit déjà faire. Mais la question n'est pas de faire ça en plus. En fait, il faut tout faire autrement et pas se rajouter du travail au travail. C'est simplement réinterroger ses pratiques, arrêter de faire du même, parce qu'on se rend bien compte que là, ça fait quand même quelques années qu'on est dans une impasse. Et donc, faire autrement, c'est pas nécessairement faire plus. Et surtout, il faut pas faire plus. Les mallettes de nos enfants sont déjà bien suffisamment chargées comme ça. Et le relais, Jérôme? Aujourd'hui, c'est impressionnant de voir, une fois de plus, pas les professeurs, l'école. Ce qu'on dit aux professeurs de faire étudier à des enfants en 2023 est aberrant. Aujourd'hui, on est dans un monde qui est principalement et dirigé par une toute petite région du monde qui s'appelle la Silicon Valley, qui va décider de la vitesse à laquelle va le monde. Mauvaise nouvelle pour nous, ils ont décidé que la vitesse était plutôt élevée. Ce qui se passe aujourd'hui à la Silicon Valley, c'est une accélération du monde, avec les réseaux sociaux, l'Internet, etc. L'école avait déjà du mal à suivre le rythme dans les années 90, dans les années 2000. Mais là, ça va trop vite. Et comment voulez-vous que l'école puisse suivre toutes les startups de la tech? Ça va trop vite. Le paquebot de l'école est trop rapide. Donc, au lieu de dire, et en fait, ça va trop vite, on ne sait plus ce qu'il faut faire, et continuer comme on fait, non. On ne sait plus ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit. Si on revenait au basique, c'est quoi du vivre ensemble? Comment on fait pour vivre ensemble? Comment on fait pour pas mettre son poing dans la gueule à quelqu'un qui n'est pas d'accord avec nous? Comment on imagine une autre société, etc. Est-ce qu'on a vraiment encore besoin du théorème de Pythagore? Moi, je ne suis pas certain. Voilà. Mais j'aimerais au moins
que dans l'institution, pas les profs, on se pose la question. Dans le monde de la laïcité, évidemment, on réfléchit à des cours et on les propose de citoyenneté, de philosophie citoyenneté pour les enfants, ça c'est sûr. Pierre, vous serez d'accord avec moi. Et vous rajoutez aussi, et revenons au roman, Jérôme, l'amour de l'autre, on n'est rien sans l'autre, et la lecture. Ouais. Votre héros Jérôme fait une rencontre essentielle, c'est l'amour avec Colette, mais aussi la lecture. Ouais. Donc c'est peut-être ça qu'il faut réinsuffler, les basiques, l'amour et la lecture, et les autres, les amis. Ouais, l'empathie, c'est quand même super. Et moi, c'est ce que j'ai trouvé dans la littérature. Et là, avec la sortie des Dragons, je reçois pas mal de courriers aujourd'hui, j'en reçois même beaucoup, qui montrent qu'il y a une empathie qui se crée par la lecture, particulièrement par la lecture. Et c'est vrai que mon héros, il est isolé, il est seul, il n'a pas vraiment d'amis. Il a un amour qu'il essaye de conquérir pendant tout le livre, et franchement, ça va pas être simple. On ne donnera pas la fin. Mais un jour, il reçoit une caisse avec des livres, et dans cette caisse, il y a un petit mot dans lequel il est mis « Voilà, ici, tu trouveras des amis ». Et moi, j'ai vécu ça quand j'avais 15, 16, 17 ans. J'étais plutôt isolé, même si j'avais des groupes d'amis, mais je me sentais très isolé. Et on parlait jamais de ce dont j'avais envie qu'on parle. On faisait jamais ce que j'avais véritablement envie de faire. Et c'est dans les livres que j'ai trouvé des compagnons. Là, je parle de Des souris et des hommes de Steinbeck avec George et Lenny, qui sont des fermiers qui vont de ranch en ranch, comme ça. Après, c'est de gagner leur croûte et qui se font virer, des exclus, une fois de plus, de chaque ranch. J'ai un peu l'impression que c'est mes amis encore aujourd'hui. Et c'est vrai que la lecture nous apprend quand même l'empathie. Et quand on lit un livre, on va souffrir avec le héros du livre. C'est pas pour rien si les romanciers, vraiment, ils mettent leurs héros dans des sales situations. C'est parce qu'on souffre avec eux. Si le héros d'un livre souffre pas, eh ben le lecteur, il s'emmerde. Parce qu'en fait, il a une envie, c'est d'entrer en empathie avec le héros. Et de voir qu'il n'est pas tout seul à souffrir, peu importe la situation. Et ça nous apprend une chose, c'est qu'on n'est pas tout seul. Et c'est vraiment l'idée des Dragons. Et j'imagine du film de Pierre, c'est de dire... En fait, vous pensez que vous êtes tout seul dans votre chambre, mais vous êtes tellement nombreux en réalité. Vous êtes une légion. Il y en a qui font semblant, qui passent dans le paysage, etc. Mais dans la rue, chaque fois que vous sortez, vous croisez des dragons, vous croisez les enfants ou d'anciens ou des adultes qui ont été des enfants, qui auraient pu être dans le documentaire de Pierre. C'est-à-dire que juste dire, en fait, tu n'es pas tout seul. Et le dire aux enfants, et le dire aussi aux parents. Parce que les parents souffrent aussi, ça abîme les familles, évidemment, la santé mentale d'un enfant. J'allais le dire, Jérôme, effectivement, votre livre, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, vous le partagez beaucoup d'ados, beaucoup de jeunes le lisent. Et les familles. Pierre aussi, votre docu a été vu par des familles. Votre fils qui s'effondre, qui en pleure, vos amis. Les familles doivent, effectivement, par la culture, revenir à ces fondamentaux-là. Oui, et puis je reviens sur le courage dont vous parliez, Jérôme. C'est vrai que après 56 minutes de docu, quand on a vu tous ces jeunes courageusement témoigner de ce qu'ils ressentent au plus profond et qui bravent la honte, qui vont au-delà de leur honte. En fait, il n'y a plus de honte. Il y a une tellement forte envie de témoigner qu'il n'y a même plus de honte. Mais du coup, la salle, une fois qu'elle a vu ça, elle se sent légitime, le public se sent légitime d'évoquer lui aussi ses propres tourments et ses propres souffrances. Et donc, je pense que c'est ça la force de pouvoir parler, c'est que par la parole, on permet à la fois de partager, de se soulager. Et donc, je ne vous cache pas qu'il y a des grands moments d'émotion. Au départ, d'ailleurs, j'étais un peu décontenancé parce que je me suis dit, oulala, toutes ces personnes qui mettent... ça vous dépassait un peu. Bah oui, on est dépassé par les chiffres. Donc, forcément que, bien sûr, les gens qui viennent, quand ils voient un film comme ça, quand ils lisent le livre de Jérôme, ils sont décontenancés, ils sont vraiment perdus dans leurs émotions. Et donc je me disais, mais est-ce que c'est un bon service qu'on leur rend? Mais tous les professionnels de santé mentale m'ont dit, c'est très bien, s'ils pleurent, ils pleurent ensemble, en communauté, c'est toujours mieux que chez soi tout seul. C'est l'égrégore, on appelle ça. Exactement. Les garçons, merci à vous deux. On termine cette émission, surtout en invitant nos auditeurs à vous rejoindre le 10 octobre. Ce sera où, Pierre? Jérôme, Pierre, vous serez là tous les deux, on parlera du livre, on verra le documentaire et surtout avec un fort jeune. Les jeunes seront là pour vous questionner et il serait bon de les entendre et de participer. Oui, absolument. Un fort jeune Brabant Wallon a eu la formidable idée de cette projection-là. Et puis, le livre de Jérôme est sorti. On sentait qu'il y avait des ponts à dresser. Et donc, venez nombreux nous rencontrer, discuter, rencontrer les jeunes du film qui seront là. Et aussi une slameuse Pincée de Coco qui slame autour de son trajet en psychiatrie, mais pas que. Et c'est fantastique, elle a un talent dingue.
Jérôme Et c'est Collin. le mardi 10 octobre et c'est... Au Ciné 4 de Nivelles. Parfait. Jérôme Collin, un grand merci. Les Dragons aux éditions Alary. Merci Jérôme d'avoir été là avec nous ce Merci soir. à vous. Merci Pierre pour votre documentaire. Tout va s'arranger ou pas? Mais oui, ça va s'arranger. Merci Pierre, merci Jérôme. Merci à tous d'avoir choisi de nous écouter ce soir. On vous souhaite une bonne soirée et puis à la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt.